Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est consacrée à la Géorgie. Comme vous le voyez, je suis en bord de mer, je suis sur la plage de Pattaya. Pattaya est encore sous les eaux puisque nous sommes encore à la saison des pluies. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, il fait relativement gris. Voilà le ciel au-dessus de moi plein de nuages et la mer qui est relativement grise. Mais ça ne nous empêche pas de venir faire un saut sur ce beau sable et de prendre l'air, un bon bol d'air marin. Alors la Thaïlande connaît encore ces pluies assez féroces parfois, puisqu'il pleut toute la nuit, parfois toute la journée, et ce depuis plus de 3 mois maintenant. Je pense qu'on en a encore pour un bon mois, et puis les journées vont se faire de plus en plus ensoleillées. J'attends ça avec impatience, mais avoir un petit peu d'air, ça ne fait pas plus de mal. Donc il fait gris, mais il fait quand même relativement bon, puisque toute l'année en Thaïlande, il fait entre 26 et 32 degrés en tout cas pendant la saison des pluies. Et puis hors saison des pluies, quand c'est vraiment la saison sèche et la saison d'été, disons, et bien là ça peut aller jusqu'à des... en tout cas ça dépend des régions, mais dans ma région de Pattaya ici, c'est toujours assez proche de 37-40 degrés la journée, et puis 32-33 degrés le soir. Donc jamais besoin d'un pull ou d'une veste, ça jamais au grand jamais pendant toute l'année. Et puis voilà, donc je vous le disais en introduction, cette nouvelle vidéo est consacrée à la Géorgie. La Géorgie qui vous offre quand même quelques systèmes préférentiels, quelques systèmes fiscaux préférentiels que je vais vous présenter. On va passer en revue quatre systèmes fiscaux préférentiels, en espérant qu'au moins l'un d'eux puisse vous convenir. Et avant de passer à la partie fiscale, que diriez-vous de faire un petit saut de quelques siècles en arrière et voir quelques petites légendes et quelques petites histoires assez sympas à connaître sur le royaume de Géorgie. On va au temps du roi Georges III. Allons-y. La Géorgie est un pays qui se trouve en partie en Asie, en partie en Europe. Elle est entourée au nord par la Russie, au sud par la Turquie et puis par l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La Géorgie a connu une occupation soviétique pendant 70 ans. Elle a fait partie de l'Empire russe pendant de nombreuses années et cela a duré jusqu'en 1991, jusqu'au moment où il y a eu la dislocation de l'Union soviétique à proprement dit. Depuis lors, c'est devenu un État indépendant. Avant la dislocation de l'Union soviétique, il y a eu 3 années durant lesquelles la Géorgie a été indépendante. Ça s'est passé entre 1918 et 1921. Puis depuis 1921 jusqu'en 1991, eh bien, ça a de nouveau fait partie de l'Union soviétique. Et puis maintenant, c'est une république avec sa présidente et elle est tout à fait autonome. Et d'ailleurs, sa présidente actuelle est une femme. Mais avant cela, connaissez-vous l'histoire du roi Tamar qui avait 2 époux? Ah, c'est étrange, n'est-ce pas? On va voir ça tout de suite. Alors, l'histoire se passe au XIIe siècle sous le roi Georges III. Le roi Georges III avait, malheureusement, il n'avait pas un fils héritier, mais il avait 2 filles. Sa femme est décédée et sa fille aînée n'avait que 12 ans. Alors, il a décidé de faire gouverner sa fille à ses côtés. Donc, il a nommé sa fille aînée Tamar, qui s'appelait Tamar, à gouverner avec lui pendant les 5 dernières années de sa vie. Et puis, donc, à son décès, Tamar s'est retrouvée à prendre le trône de son père. Il a fait ça de façon assez intelligente, puisque bon, le but était tout d'abord de former sa fille, bien sûr, à son rôle de futur roi, future reine, mais on disait roi à l'époque, et surtout de faire accepter cette nouvelle figure du trône, après son décès, par son peuple et donc par le pays, par le royaume de Géorgie. Alors, le roi Tamar, on l'appelle le roi Tamar parce qu'on estimait à l'époque que le roi qui est à la tête, qui est sur un trône, en fait, c'est un roi. Même si c'est une fille, on l'appelle le roi. Donc, c'est pour ça qu'on parle du roi Tamar et non de la reine Tamar. Donc, le roi Tamar prend ses fonctions de roi. Elle fait ça absolument merveilleusement. Et elle s'occupe d'ailleurs très bien du peuple. Et ça, c'est une note à
au gouvernement Macron, n'est-ce pas, puisque son gouvernement octroyait plus du 10e du revenu de son royaume à la cause du peuple, à la cause des plus démunis. Je dis bien plus d'un 10e de son revenu du royaume. C'était extraordinaire. Et cette reine était absolument bienveillante, elle était accueillie, elle était applaudie, elle était absolument respectée et aimée. Mais elle n'avait que 18 ans quand elle est arrivée sur le trône. Alors, les alliances de l'époque, les alliances politiques, ont fait que le roi Tamar a dû faire un mariage arrangé. Elle était contrainte d'épouser le fils d'un prince russe, et le mariage était tout à fait un fiasco total, hein, puisque ça ne marchait pas du tout. Son mari était un rustre, c'était un buveur, il la tapait d'ailleurs. C'était un mariage abominable, et elle a décidé de s'en séparer, mais ce mari ne l'entendait pas de la même oreille. Et pour se venger, il a lancé 2 attaques sur le royaume, donc contre le royaume de son ex-épouse, pour lui retirer le trône, bien entendu, et le pouvoir, mais cela n'a pas abouti. Et heureusement, parce que c'était vraiment un rustre. Et par la suite, c'est une histoire de 1 an, 2 ans après, hein, ce sont des courtes périodes, elle s'est choisi son propre mari elle-même, et elle a fait un second mariage. Donc elle a épousé quelqu'un qui était tout à fait bien pour elle, pour sa famille, pour le trône, et ils ont eu même 2 enfants ensemble. Et donc voilà l'histoire du roi qui a eu 2 époux. Parce que, en fait, le roi était une reine. Mais à l'époque, on ne disait pas reine, même si c'était une femme, on disait roi parce qu'elle était à la tête d'un pays, elle était sur le trône. C'est comme si on appelait la reine Élisabeth, le roi Élisabeth, aussi simple que ça. Mais à l'époque, ça se passait comme ça. Voilà donc l'histoire du roi qui a eu 2 époux. Le roi Tamar a régné pendant 29 ans sur le royaume de Géorgie. Donc près de 30 ans, elle a été la reine du peuple de cette contrée. Et à sa mort, il y a eu plein de mystères. Plein de mystères quant à son tombeau. Puisque jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, personne ne sait exactement où se trouve son tombeau. On a compté 3 d'entre elles. L'une d'elles dit que 12 cercueils auraient été secrètement pris dans des directions différentes et enterrés un petit peu partout, de sorte que personne ne puisse savoir dans lequel de ces cercueils se trouvait le corps du roi Tamar. Je vais dire reine, puisque je trouve ça un peu dommage de dire chaque fois roi, alors que bon, finalement, c'est une reine, hein, elle était à la tête du trône, et puis c'est une femme, on dit, le féminin de roi, c'est quand même reine. Donc, la légende numéro 2 dit qu'elle serait peut-être enterrée à Vardia. Vardia, c'est cette ville que vous voyez là, dans le sud du pays, presque à la frontière avec la Turquie. Et pourquoi Vardia? Parce que, en fait, la reine Tamar y passait quand même pas mal de temps, et on se dit que probablement elle aurait été enterrée là. Et d'ailleurs, donc, ces constructions troglodytes sont assez singulières. Premièrement, il y a une église dans cette construction troglodyte, et dans cette église, il y a des fresques murales assez impressionnantes. L'une d'elles, notamment, représente Jésus, et une autre représente, entre autres, le roi Georges III et sa fille Tamar. Donc, ils sont bien représentés. C'est vrai que les couleurs sont un petit peu passées, mais on les voit très bien, et cet endroit a quand même une importance assez forte dans l'esprit des Géorgiens. Donc, peut-être qu'elle serait enterrée quelque part là. Personne ne le sait à l'heure d'aujourd'hui. La 3e légende, une 3e parmi tant d'autres, dirait que la tombe de Tamar aurait été déplacée tellement de fois et qu'elle aurait finalement atterri à Gelati. Gelati, c'est cette petite région avec des petits monastères tout près de Kutaisi. Donc je vous rappelle, hein, Kutaisi, c'est ce qu'on va voir un peu plus loin dans la vidéo. C'est une des zones franches de Géorgie. Et à Kutaisi, donc, se trouve Gelati, et peut-être que là, dans un endroit assez discret, pourrait y avoir la dépouille de la reine Tamar. Alors, cette légende raconte aussi qu'en 1919, en tout cas à partir de cette date-là, et pendant quelques années, un explorateur du nom de Ekvtim Takaishvili aurait commencé à creuser ce lieu de sépulture, et que ses ouvriers auraient finalement trouvé la tombe, une tombe assez singulière puisqu'il y avait une inscription vraiment très étrange qui les a coupés net, qui les a complètement paniqués, et cette inscription dit « Quiconque touche cette tombe et creuse
ou manque de respect serait maudit à jamais. On se croirait un petit peu comme au temps des pharaons, si on outrepasse cette zone, eh bien on sera maudit à jamais. Eh bien donc les ouvriers, ni une ni deux, ils ont tout arrêté, ils se sont carrément enfuis et plus personne n'a jamais osé toucher cet endroit ou en tout cas continuer à creuser. Le mystère reste encore entier à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est quand même une histoire qui relie encore le roi Tamar, donc sa singulière vie et encore sa singulière mort et en tout cas le singulier lieu de son tombeau. La fiscalité en Géorgie, c'est ce que nous voyons maintenant dans le détail. La Géorgie est une imposition, donc elle offre une imposition territoriale, c'est-à-dire que tout ce qui est généré en dehors de la Géorgie n'est pas imposé. Donc, et puis, c'est une imposition différée. C'est exactement la même chose que ce que l'Estonie applique. D'ailleurs, le système géorgien s'appuie sur le système estonien. C'est-à-dire que tant que vos bénéfices restent au sein de l'entreprise, eh bien, il n'y a aucune imposition. Donc, vous pouvez investir et réinvestir sans passer par la case impôt. Contrairement à la France, par exemple, dès que vous faites votre bilan, vous définissez votre bénéfice imposable, et bien vous payez l'impôt sur les sociétés, quelle que soit l'utilisation de ce bénéfice. Or, en Estonie et en Géorgie, justement, ces bénéfices peuvent être réinvestis dans la société sans payer le moindre impôt. Alors, il n'y a pas de règle CFC non plus, c'est-à-dire que puisque un système territorial, puisqu'il s'en fiche de ce que vous générez à l'extérieur de son territoire, que vous ayez des sociétés, une société, 15 sociétés, que vous ayez 50%, que vous ayez 15% ou 90% des sociétés à l'extérieur, il n'en a rien à faire puisque tout ce qui l'intéresse, c'est ce que vous générez sur son territoire et là, vous serez imposé. Mais par contre, tout ce que vous avez à l'extérieur, il s'en fiche. Donc les règles CFC sont absolument pas appliquées. Alors il n'y a pas de cotisation sociale non plus puisque donc il y a les 2% de chaque partie. Donc employeur retient 2% de son salarié. Le salarié donc paye les 2%. Ça fait donc 4%. Un indépendant va absolument assurer une cotisation de 4% pour son fonds de pension. C'est tout ce qui est cotisé en termes de cotisation sociale. Il n'y a pas d'autres cotisations, maladie, chômage, etc. Donc soit c'est 2%, soit c'est 4%, soit c'est rien du tout. Alors il n'y a pas de CRS, il n'y a pas d'échange d'informations bancaires. La Géorgie, bien qu'elle a signé, elle fait partie de toute la liste des pays qui ont adhéré au système CRS, mais elle ne fait absolument aucun échange d'informations. Donc ça qui est intéressant, c'est que si vous avez un compte bancaire en Géorgie, eh bien la France, si vous êtes résident fiscal français, eh bien la France n'en saura rien. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas déclarer ces comptes bancaires à l'étranger, puisque la France est extrêmement punitive et tous les pays qui sont très friands de ce système d'échange d'informations bancaires automatiques, ils sont très friands des pénalités justement si vous ne déclarez pas. Ils vous obligent à déclarer parce que il y a justement des pays comme la Géorgie qui ne font pas cet échange, donc c'est à vous, en tant qu'utilisateur de compte bancaire à l'étranger, qui devez fournir cette information au gouvernement français si vous êtes résident français. Je vous rappelle que tant que vous êtes résident, vous avez cette obligation, mais dès que vous sortez de l'obligation de résidence, donc vous vous expatriez, eh bien la France n'a plus rien à voir avec les informations qui vous regardent sur vos comptes bancaires où que vous soyez ou que vous les ayez établis. Les statuts fiscaux intéressants qui concernent la Géorgie, nous allons les passer en revue. Premièrement, la micro-entreprise. C'est un statut fiscal, hein, donc normalement, en général, ce statut s'applique aux petites entreprises hein, qui n'ont qu'une à deux personnes, voire 3 personnes, mais qui sont en dessous d'un certain chiffre d'affaires. Donc ici, on se base surtout sur le chiffre d'affaires. Alors, vous êtes imposé de 1%. Si vous êtes avec un chiffre d'affaires, ici on parle de chiffre d'affaires et pas de bénéfice, hein, donc ici c'est bien le chiffre d'affaires total incluant toutes les charges, donc vous ne déduisez aucune charge et vous payez 1% sur tout ce que vous générez sur l'année. Alors si vous arrivez
à maximum un demi-million de lari, donc c'est à peu près un tiers hein, en termes d'euros. Donc ça veut dire 1% sur 160 000 euros approximativement, hein, ou 3% sur plus de 160 000 euros. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Hein. Donc 1% ou 3%, franchement, c'est intéressant. Alors la TVA, vous n'y êtes obligé d'y adhérer que si votre chiffre d'affaires dépasse 100 000 laris, c'est-à-dire une trentaine de mille d'euros. Alors, vous pouvez être résident ou non résident, c'est-à-dire que vous êtes micro-entrepreneur, vous avez votre affaire qui tourne en Géorgie et vous déclarez ce que vous gagnez et vous n'êtes pas obligé d'être résident pour ça. Alors, les zones franches. Les zones franches sont un autre système qui vous permettent de payer drastiquement moins d'impôts. Il y a 5 zones franches en Géorgie. Alors ici, vous avez la carte de Géorgie, donc c'est très continental, hein. Vous avez des pays partout autour, sauf ici qui est la mer Noire. Alors, les zones franches, il y en a 5, ce sont les 5 flèches blanches ici, il y en a une à Tbilissi, la capitale, il y en a 2 à Kutaisi, et il y en a une, la dernière venue c'est Kulevi, pardon, qui est plutôt axée pétrole, et il y a Poti qui est la deuxième plus grande ville en Géorgie. Donc il y en a 5 en tout. Alors, juste pour info, vous voyez cette zone rouge ici, ce sont les partis politiquement très sensibles, qui sont 2 régions qui ont demandé leur indépendance depuis, je crois, une quarantaine d'années maintenant. Et si vous êtes en Géorgie, évitez absolument d'aller dans ces zones-là parce que ça rigole pas. Donc, vous n'êtes pas en Géorgie si vous êtes dans cette partie-ci ou si vous êtes dans cette partie-ci. Tenez-le vous pour dit. On continue avec nos zones franches. Alors, ici, vous avez les 5 zones franches. Hein, je vous rappelle Poti, Kulevi, Kutaisi, où il y en a 2, Tbilissi, où il y en a une, et leur date de création. En fait, la plus ancienne, c'est la première à Kutaisi, qui date de 2009 et qui est gérée par le Georgian International Holding, qui est une entité locale. Alors, vous avez Tbilissi, qui date de 2015, et également l'autre Kutaisi de 2015, à Tbilissi, c'est géré par Bitfury Group, c'est un groupe américain spécialisé dans les crypto-monnaies et le minage. Et Healing Group, c'est un groupe chinois qui gère la deuxième zone franche à Kutaisi. Et puis à Poti, c'est tout un arsenal d'actionnaires dont 15% appartiennent à RAK. Donc c'est l'autorité des Émirats Arabes Unis et qui est vraiment l'entité qui gère cette zone franche de Poti qui date de 2011. Ensuite, SOCAR, un groupe pétrolier, s'est installé là en 2017 à Kulevi, donc non loin de Poti. Alors je vous rappelle que les zones franches sont des zones très particulières puisque c'est vraiment une espèce de no man's land en termes de taxes, en termes d'activités par rapport au reste du pays. Ce sont des règles fiscales, douanières, etc. complètement différentes de ce qui se passe dans le reste du pays. Et là, vous avez obligation d'obtenir une licence si vous voulez vous installer dans une de ces régions-là. Donc ici, on parle de zone franche. Et ces licences sont possibles dans plusieurs domaines d'activité. Donc les secteurs ici pour Poti, qui vous offre 3 millions de mètres carrés. C'est le plus grand site de zone franche en Géorgie. Et bien ici, les licences concernent le travail des données et la technologie. Vous pouvez faire de la prestation de services, vous pouvez faire du commerce, de la logistique et de la fabrication. Donc fabrication de toutes sortes, hein, fabrication de meubles, fabrication de vêtements. Il faudra voir ça dans le détail, mais ça, c'est les secteurs admis pour pouvoir opérer dans la zone de Poti. Attention, depuis 2020, il y a des choses qui ont vachement changé au niveau fiscal en ce qui concerne les sociétés établies dans les zones franches. Depuis 2020, on n'est plus autorisé à fournir des services en zone franche, ni en Géorgie, ni à l'étranger. De même, depuis 2021, les autorités établies dans une zone franche ne sont plus autorisées à mener des activités purement commerciales. Donc, on ne peut pas juste acheter et revendre, mais par contre, il faut absolument soit fabriquer, soit transformer le produit. Donc, juste achat-vente, ce n'est plus autorisé. Donc, ce sont quand même des informations qui sont assez récentes et faites attention à cela si vous êtes intéressé par les zones franches. Et je vous rappelle les licences
licences sont absolument à renouveler chaque année. Ce sont des licences annuelles et punto. Et ça démarre à des milliers de dollars l'année. Ça reste quand même intéressant puisque ce que vous gagnez en exonération fiscale, en dividendes, en TVA, etc., ça vaut largement les quelques milliers de licences annuelles que vous devez payer. Alors la suivante, c'est Kutaisi. Kutaisi qui a été créée en 2009 ici par le groupe géorgien ici qui est en charge de cette zone franche. Et bien là, les licences qui concernent ce site de Kutaisi qui vous offre d'ailleurs 270 000 mètres carrés, donc c'est quand même 10 fois moins que ce que Poti vous offre. Et là, vous pouvez faire la prestation de services, du commerce, de la logistique, de la fabrication et de la technologie. La suivante, c'est l'autre site de Kutaisi qui est géré par un groupe chinois, un groupe international chinois et qui offre 360 000 mètres carrés. Toujours 10 fois moins que ce que Poti offre. Et là, les licences sont la prestation de services, le commerce, la logistique et la construction. Ça ne m'étonne pas, la construction. Les Chinois sont quand même très impliqués dans la construction. Donc, ça ne m'étonne pas que la construction fasse partie de licences admises dans ce site-là de Kutaisi. Ensuite, on a Tbilissi qui est la capitale de la Géorgie et elle offre vraiment le plus petit site, pratiquement, c'est 170 000 mètres carrés. Mais l'avantage à Tbilissi, c'est que c'est vraiment la capitale, c'est pas loin de l'aéroport international, bien sûr c'est très bien desservi avec au moyen de chemin de fer, etc. Là, les licences possibles sont la prestation de services, le commerce, la logistique, la production et la technologie. Kulevi, c'est le tout dernier arrivé, il date d'à peine 2017 et là c'est plutôt un groupe pétrolier qui gère ce site de Kulevi. Donc Poti et Kulevi sont plutôt sur la mer Noire, sont proches du bord maritime et tout ce qui est portuaire, et ça c'est sans doute un atout. Et encore une fois, chaque site a ses spécificités et le montant de la licence en rapport avec le site choisi, bien sûr, sera plus ou moins élevé parce que ce sera plus ou moins intéressant géographiquement, ce sera plus ou moins bien organisé au niveau infrastructure, au niveau du mètre carré disponible, peut-être du minimum du mètre carré que vous pouvez, peut-être du maximum du mètre carré que vous pouvez prendre, et certainement des listes d'attente, puisqu'il y a des sites qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres et qui fatalement génèrent plus de demandes que d'autres. Dans certaines situations, vous devez vraiment être sur une liste d'attente, sinon vous n'avez pas votre place. Et là, ici à Kulevi, il est plus récent aussi, mais il vous autorise la prestation de services, le commerce et la fabrication. Donc vous voyez qu'il y a quelques bases qui sont admissibles partout, dans chaque site, mais chaque site a quand même l'une ou l'autre spécificité par rapport aux autres. Alors, en règle générale, dans les zones franches, vous avez une gestion à distance totalement possible. Vous pouvez créer votre société là, dans la zone franche, mais vous pouvez la gérer de n'importe où dans le monde. Tout ce qui est impôts, donc IS 0%, TVA 0%, dividende 0%, et même la pension, la cotisation de pension qui est normalement 2%, elle est aussi à 0%. Alors, normalement, l'IS est à 15%, là c'est 0%, la TVA est 18%, là c'est 0%, la retenue sur les dividendes est normalement de 5%, là c'est 0%. Alors là, la licence annuelle est obligatoirement à renouveler, il faut le faire chaque année. Ensuite, donc si on voit en termes, ça schématisé, ce que je viens de lister en mots, au niveau de la taxation de l'imposition, donc pour les 5 sites ici que je vous ai listés, que je vous ai expliqué il y a quelques minutes, vous avez l'IS qui est à 0%, tout ce qui est vert est ce qui est appliqué dans les zones franches en général, hein. Et puis tout ce qui est en bleu est ce qui est appliqué hors zone franche, donc dans une situation normale à l'intérieur du pays, n'importe où ailleurs que les zones franches. Alors, l'IS 0% versus 15%, les dividendes 0% versus 5%, les pensions 0% versus 2% et la TVA 0% versus 18%. Donc vous voyez que c'est vraiment exonération totale dans tous les domaines pratiquement, et même plus puisque il y a même les droits de douane import-export qui sont exonérés. La seule taxe qui est appliquée, c'est si vous faites affaire avec l'intérieur du pays, donc une zone franche avec une zone qui n'est pas une zone franche, là vous êtes imposé en termes de douane, hein, 4%. Sinon c'est du
0% pour tout. Alors la zone virtuelle est un statut fiscal, ce n'est pas une zone, c'est un statut fiscal, c'est comme un statut de micro-entrepreneur. Là, vous pouvez faire la demande uniquement si vous êtes dans l'IT, donc dans ce qui est développement, et pas simplement IT, n'importe quoi dans l'IT. Vous ne pouvez pas faire du marketing dans l'IT, vous ne pouvez pas faire de la comptabilité pour l'IT, etc. Vous devez vraiment être dans le développement de logiciels, dans leur vente de logiciels, donc tout ce qui est trait au développement de logiciels. Le logiciel en lui-même, dans toute sa splendeur. Alors c'est un statut permanent, une fois que vous l'obtenez, vous avez droit à un statut permanent. Vous ne devez pas vous rejustifier après 3 ans, après 10 ans, après 5 ans, etc. Mais bien sûr, il faut toujours être conforme à la législation. Vous devez rester éligible à tout ce qui est développement de logiciels. Alors là, il n'y a pas de licence annuelle à payer des 4 000, des 6 000, etc. Par contre, vous avez un certificat qui vous permet d'obtenir ce statut et là, c'est gratuit, il n'y a aucun frais annuel. Alors, il y a bien sûr un coût au moment de l'obtenir et c'est tout. Alors, vous pouvez être résident ou non résident, vous pouvez avoir cette société qui est dans les logiciels et la gérer depuis hors pays, donc depuis n'importe où dans le monde, et vous pouvez bien sûr créer cette société aussi. Ce qui est bien en Géorgie, c'est que la création d'une société et la création d'un compte bancaire sont totalement faisables à distance, et ça c'est vraiment rare. Alors ici, vous pouvez créer les deux à distance, bien sûr par procuration. Autrement, la zone virtuelle, en termes de taux d'imposition, dans ce qu'on a vu, IS, dividendes, pensions, TVA, etc., eh bien, c'est ce que vous voyez en vert. L'IS reste toujours exonéré, 0% versus 15%. Dividende, par contre, n'est pas exonéré. Vous payez la même chose que si vous n'étiez pas en zone virtuelle. Pension, c'est toujours 0%, et TVA, c'est toujours 0%. Donc ici, la différence, c'est que les dividendes ne sont pas exonérés. C'est ça qu'il faut retenir. Et puis, attention, parce que cette année, en 2022, il y a eu des changements dans la législation qui concernent les zones virtuelles. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez juste être dans le développement de logiciels, etc. Mais maintenant, depuis mars, vous devez absolument, pour pouvoir bénéficier justement de ces avantages fiscaux ici qui sont listés, vous devez engager du personnel local spécialisé dans l'IT. Parce qu'avant, éventuellement, vous pouviez faire vos activités dans l'IT, mais engager du personnel qui était par exemple un personnel local comptable ou de support X ou dans la vente, etc., mais ce personnel local n'était pas spécialisé dans l'IT, dans le développement de logiciels. Maintenant, depuis mars 2022, ce n'est plus le cas. Ce personnel local doit être spécialisé lui aussi dans l'IT et pas seulement le manager ou celui qui crée la société. Et donc, sinon, vous ne pourriez vraiment pas bénéficier de ce statut fiscal. Et puis, vous devez aussi démontrer qu'un composant majoritaire au sein de votre entreprise est vraiment basé sur les logiciels et leur développement. Donc, le thème de logiciel est vraiment hyper critique ici. Et ce n'est pas un statut facile à obtenir. Donc, du fait de sa peut-être complexité d'obtention, etc., franchement, si vous êtes en dessous de 160 000 €, eh bien, faites-vous micro-entrepreneur, ce sera bien plus simple, ou éventuellement optez pour le format ICS, qui est donc le statut de société internationale, qui est plus avantageux et plus facile, en fait, que la zone virtuelle, le statut de zone virtuelle. La société internationale, donc ICS, justement, vous n'êtes éligible que si vous êtes justement dans le secteur informatique ou dans le maritime. Donc là, c'est aussi hyper strict en termes de proportion de votre chiffre d'affaires. Il faut que l'entité géorgienne qui bénéficie de ce statut de société internationale produise au moins 98% de son chiffre d'affaires dans ces deux secteurs. Alors ces deux secteurs sont quand même assez larges aussi en termes de profil. Donc le secteur informatique, eh bien, ça peut inclure de la consultance, de la comptabilité, de la vente, du marketing, etc. Donc là, c'est pour ça que le format société internationale est plus intéressant. Donc si vous êtes intéressé par quelque chose dans le style en Géorgie, contactez-nous parce que il faut voir ça de plus près. Et puis sachez aussi que la société qui ne fait pas 98% du chiffre d'affaires pourrait éventuellement faire partie d'une autre société qui, elle, fait son chiffre d'affaires dans ce secteur-là. Donc voilà, mais aussi le point
hyper important, c'est ça, c'est que la société en question doit exister depuis minimum 2 ans. 2 ans, ça c'est vraiment, vous ne pouvez pas être là depuis 6 mois ou un an. Il faut avoir un petit historique, il faut avoir fait ses preuves dans ces deux secteurs qui sont l'informatique et le maritime. Et si votre société n'a pas la chance d'exister depuis minimum 2 ans, eh bien, elle peut faire partie d'une autre société qui, elle, existe depuis minimum 2 ans. Donc là, il y a quand même aussi des petites ouvertures, disons, hein. Alors, la société internationale, en termes de taux d'imposition, eh bien, elle a pas 0% en IS, mais 5%. Elle n'a pas 0% en cotisation pour les pensions, parce que justement, on axe plus les chances si vous engagez du personnel local. Voilà. Et surtout, ça c'est surtout vrai dans la zone virtuelle ici. Vous n'avez vraiment pas beaucoup de chance si vous n'engagez pas du personnel local. Donc, mettez les chances de votre côté si vous optez pour cette solution-là, parce que quand même, avant, en fait, vous ne deviez pas. La théorie faisait que vous ne deviez pas le faire, mais maintenant, les choses ont changé. Vous devez vraiment engager du personnel local et surtout personnel local qualifié dans les technologies en ce qui concerne les zones virtuelles. Alors là, pour les sociétés internationales, vous aurez plus de chances si vous avez du personnel local, mais c'est moins drastique que pour les zones virtuelles. Parce que ici, vous avez quand même pas tellement d'exonération non plus, parce que vous avez un IS de 5%, ok, c'est pas 0%, mais vous avez quand même la TVA 18%, ça ne change pas. Les pensions 2%, ça ne change pas. Et là, vous avez donc un IS réduit à 5% au lieu de 15%. Et vous avez surtout ici les dividendes qui sont à 0% au lieu de 5%. Et puis le personnel que vous engagez, c'est ça l'avantage qu'ils ont ajouté dans ce statut, c'est que au lieu que le personnel soit imposé à titre d'impôt sur les revenus des particuliers de 20%, ce qui est le taux normal, bien, il sera imposé à 5%. Ça, c'est l'avantage qu'ils offrent pour ce système. Alors, sachez qu'en règle générale, le format dividende, exonération des dividendes, etc. en Géorgie, eh bien, c'est un bon moyen de passer entre les mailles du paradis fiscal et de ne pas être fliqué par les pays comme la France, voilà, l'Italie, l'Espagne, parce que vous opérez dans un pays tellement intéressant fiscalement qu'on va considérer votre démarche comme dans un paradis fiscal et vous allez avoir toutes les peines du monde à vous dégager de l'imposition française ou autre, alors qu'ici, la Géorgie n'est pas vue comme un paradis fiscal, et plus même, si vous êtes domicilié à Chypre ou aux Émirats arabes, par exemple, pour ne citer que 2 cas, eh bien, avec les conventions fiscales qui existent, font que la retenue de 5% sur les dividendes qui pourrait avoir lieu éventuellement en Géorgie, eh bien, il pourrait être remboursé justement parce que à Chypre, vous savez que si vous êtes non-dom à Chypre, eh bien, vos dividendes sont imposés à 0%, que vous les receviez ou que vous les donniez. Aux Émirats arabes, c'est un paradis fiscal de toute façon, il n'est pas listé paradis fiscal. Alors, je souligne quand même ce point-là. On dit toujours paradis fiscal parce que c'est vrai, vous ne payez rien en impôts, mais il n'est pas listé. Vous voyez que lister un pays comme le Panama est listé paradis fiscal et les Émirats arabes unis ne sont pas listés paradis fiscal, alors que aux Émirats arabes unis vous payez beaucoup moins en impôts. Donc tout ça c'est un choix politique de la part de nos autorités fiscales, juste pour vous mettre les bâtons dans les roues dans un sens ou dans un autre selon leurs propres intérêts négociés. Et voilà, il faut voir ça de plus près, mais parfois il n'y a pas vraiment de logique. Et donc voilà, la Géorgie peut être une alternative intéressante aux paradis fiscaux. J'ai vu durant la vidéo que je vous ai inséré des modifications fiscales assez récentes, eh bien je vais vous les résumer ici. En ce qui concerne les zones franches, vous avez vu un peu plus tôt que depuis 2020 et depuis 2021, il y a 2 modifications assez importantes. Premièrement, en ce qui concerne les zones franches, donc depuis 2020, les prestations de services ne sont plus du tout autorisées, que ce soit en local ou à l'étranger. Ensuite, depuis 2021, les sociétés installées en zone franche ne sont pas autorisées à mener des activités purement commerciales, c'est-à-dire que vous devez absolument
soit fabriquer, soit transformer le produit, mais il n'est plus question de acheter et revendre le produit tel quel, comme par exemple vous faites du Amazon et ce genre d'activité. Ce n'est absolument plus possible. Ensuite, dans la zone virtuelle, c'est aussi depuis 2021 qu'il y a une modification assez importante en ce qui concerne l'éligibilité de ce statut fiscal, puisque vous êtes obligé de engager du personnel local, engager des Géorgiens, enfin en tout cas des résidents, pas nécessairement des citoyens géorgiens, mais des résidents en Géorgie, qui reçoivent un salaire, qui payent leurs impôts en Géorgie, et ce personnel doit être hautement qualifié dans le développement de vos logiciels, puisque je vous rappelle que la zone virtuelle, le statut de zone virtuelle, ne s'applique et ne s'adresse que au développement de produits, de logiciels. Donc ce n'est pas de la revente, donc ça concerne uniquement le développement et le personnel local doit être qualifié dans ce développement de logiciels. Donc autrement dit, le personnel a une part extrêmement importante dans votre business, dans votre core business. Et pour ça, donc il faut faire preuve de location de bureau, avoir des salariés avec leur fiche de salaire, qui payent leur IRP et avoir des factures de fonctionnement, des factures d'électricité, d'eau, etc. C'est ce qu'on appelle la substance économique. En ce qui concerne les micro-entreprises, il y a un changement d'interprétation, puisque la législation reste la même, mais maintenant le fisc durcit un petit peu le ton en ce qui concerne puisqu'il y a beaucoup d'étrangers qui ne résident pas, puisque vous avez vu que normalement on peut être micro-entrepreneur en étant résident ou en étant non résident, c'est vrai, vous le pouvez, mais quant à la requalification de vos revenus, là, ça devient un peu plus sérieux. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas résident et que vous avez des revenus étrangers, eh bien, vous risqueriez d'être imposé à du 20%, qui est le taux standard, et vous ne seriez plus imposé en tant que micro-entrepreneur, c'est-à-dire soit 1%, soit 3%. Donc là, il faut quand même assurer que vos revenus soient bien interprétés comme du revenu local, et purement local. Et si vous avez une partie de produits, enfin de revenus étrangers, eh bien faites en sorte que vous puissiez justifier de la substance économique, c'est-à-dire que vous avez vraiment quelqu'un qui travaille pour vous en Géorgie, il a son salaire, il paye ses impôts, et vous avez un bureau, vous avez le loyer de ce bureau, vous avez la comptabilité locale, vous avez des factures de consommation, etc. Le fisc géorgien devient de plus en plus gendarme à ce niveau-là. Donc prenez-en bonne note. Alors la conclusion, est-ce que je vous avais dit un peu plus tôt que vu les difficultés à obtenir le statut de zone virtuelle qui s'adresse essentiellement au développement de logiciels, vous avez une porte de sortie qui est via une société internationale, donc International Company Status. Eh bien, ce statut est plus facile dans le sens où le champ d'activité pour lequel vous pouvez être éligible est beaucoup plus large. Donc, vous êtes un peu moins restreint dans les activités qui concernent ce secteur de logiciel, ce secteur IT. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que le personnel que vous engagez dans une ICS, lui, a un bénéfice fiscal, c'est qu'au lieu de payer 20% d'impôts, eh bien, il ne paiera que 5% d'impôts. Et ça, c'est un incitant vraiment pour engager du personnel local. Et donc, vous pouvez soit engager du personnel local déjà résident, soit faire venir du personnel et le faire travailler pour vous dans la société, l'ICS, donc, et le convertir en travailleur local. Donc ça, c'est une autre option aussi. Alors, si on fait une petite comparaison ici pour les 4 solutions que je viens de vous présenter, nous avons vu ici à gauche, hein, donc tout ce qui concerne les solutions intéressantes. Vous avez les deux zones, donc la zone franche qui est vraiment une zone géographique et la zone virtuelle qui est un statut fiscal dans les deux cas en termes d'IS. Hein. Ici, je me limite maintenant juste à la première ligne qu'on a vue, l'IS. Hein. Ici, voilà, je parle de cette partie-ci et je parle de cette partie-ci. Hein. D'accord? Alors, ici, dans la zone franche, la zone virtuelle, eh bien, c'est du 0% dans les deux cas de figure, donc vous payez 0. Alors, si vous êtes en statut de société internationale, là, on a vu que l'IS est à 5%.
Donc là, vous payeriez 5 000. Donc on part de l'hypothèse d'un bénéfice imposable de 100 000. Hein. Donc pour toujours faciliter nos calculs arrondis. Et alors en micro-entrepreneur, puisqu'on a vu que vous bénéficiez du taux de 1% si vous êtes en dessous de 160 000 euros. Ici, donc on est dans ce cas de figure, on a 100 000 euros. Ici, puisqu'on parle de base imposable et que dans la micro-entreprise, la base imposable, c'est le chiffre d'affaires. Donc ici, on va prendre le chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 100 000. Alors là, on sera donc à du 1%, on paierait 1000. Donc vous voyez, soit 0, soit 5 000, soit 1000 dans les 4 solutions qui concernent la Géorgie. Et là, ici au milieu, vous avez la solution, la situation standard. Hein, si vous n'êtes dans aucune zone franche, si vous n'avez pas le statut de zone virtuelle et vous n'avez rien de particulier, vous êtes dans un cas standard de 15% d'IS. La chose qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est un impôt différé. Vous ne payez cet impôt et la retenue sur les dividendes que quand vous payez les dividendes. Donc, autrement dit, vous faites 150 000 euros de chiffre d'affaires, enfin, de bénéfices imposables, et vous ne sortez rien de la compagnie, eh bien vous payez rien du tout, rien. Et là, si vous faites une distribution de dividendes disons de 20 000, eh bien vous allez payer 15% sur les 20 000 en termes de IS et puis 5% en termes de retenue à la source des dividendes. Donc c'est un impôt différé exactement comme l'Estonie. Hein. Alors la France, donc c'est toujours notre cas de figure à droite, hein, après cette ligne bleue ici. On sait que bien voilà, pour un bénéfice imposable de 100 000, eh bien ce sera un peu plus de 21 000 à payer. Donc voilà, vous avez la comparaison en vert ici, dans tous ces cas de figure. En France, 21 000. En statut normal Géorgie, ce serait 15 000, toujours pour la même base imposable. Hein. Et puis en Géorgie, selon les zones intéressantes, 0% ou 5%, ou en micro-entrepreneur pour être tout simple, tout facile. Pour débuter, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Vous ne créez pas de société, vous demandez juste un statut fiscal de micro-entrepreneur parce que vous êtes en dessous de 160 000 euros et c'est la formule la plus facile. Et puis si vous dépassez 160 000, vous payez 3%, ce qui est vraiment très 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 gérable. Alors là, on parle d'IS, on parle d'avantages pour l'entreprise. Eh bien, il faut créer son entreprise. Alors, comment créer son entreprise? Moi, je vous ramène à notre livre de livre d'État qui est avec le lien ici, vous pouvez le copier. Et puis, ce livre, le voici, c'est la formation facile des sociétés. Et on vous explique dans 60 pays comment créer une société avec tous les chiffres. Donc, vraiment, quel capital est requis, quelle est la structure, un directeur, un secrétaire, 2 administrateurs, quel est le taux de TVA, quelle est la comptabilité requise, est-ce que vous pouvez utiliser un nominé. Enfin, maintenant, c'est de plus en plus difficile, hein, cet aspect de nominé, puisque le bénéficiaire ultime effectif est une règle qui a été introduite maintenant dans tous les pays occidentaux, certainement. Mais il y a encore des pays où vous pouvez voilà, utiliser un nominé et ne pas apparaître dans les registres de la société et rester anonyme. Donc voilà, ce livre vous explique tout ça, pays par pays, et il coûte moins de 100 euros. Franchement, c'est un travail intense qui a été fait pour récolter toutes ces informations. Et voilà, puisqu'ici on parle de formation de société, bénéficier d'IS à zéro, etc. Et la Géorgie fait partie justement de cette soixantaine de pays analysés. J'aimerais terminer par une très belle légende d'amour qui peut être visualisée chaque soir dans le port de Batumi, donc dans le sud de la Géorgie, sur la mer Noire. Et c'est un couple qui est nommé Ali et Nino. Et ce couple est tiré d'un roman d'un Azerbaïdjan du nom de Kurban Saïd, qui a écrit cette histoire vers la Seconde Guerre mondiale et qui raconte en parallèle aussi la tragédie du pays, de la Géorgie. Et ce couple a vécu une romance impossible, une romance tragique, un peu à la Roméo et Juliette. Cette histoire d'amour est un drame pour la simple raison qu'elle est basée sur un problème de religion et de nationalité, puisque Ali est un Azerbaïdjanais musulman et que Nino est une princesse géorgienne. Donc les problèmes de religion et de nationalité sont malheureusement encore perceptibles de nos jours, mais elle est très très bien relatée dans ce roman et dans cette sculpture.
Et c'est accompagné de jeux de lumière dans ce port et qui a lieu tous les soirs. Et vous pouvez voir les deux corps qui se rapprochent petit à petit, graduellement, et puis s'embrassent et puis se fondent l'un dans l'autre. C'est la sculptrice géorgienne Tamara Gvezidadze qui a fait cette œuvre de 8 mètres de haut et qui est fabuleuse. Voilà, je vous laisse savourer et terminer en beauté l'histoire de la Géorgie. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour nous supporter sur cette chaîne et actionnez la petite clochette pour être averti à chaque parution de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt.